J'ai pu même venir visiter l'exposition ici. Voilà, d'où sont extraites les images que vous avez là, pour évoquer d'ailleurs l'absence ou la faible présence du sport dans l'exposition sur le Paris de la modernité. Alors que le sport est au cœur de la modernité à Paris, dans les mêmes années qui sont celles de l'exposition, 1905-1925, que je décalerai juste 1904-1924, parce que 1904, c'est la création à Paris de la Fédération internationale de football association, la FIFA, que vous connaissez probablement, puisqu'elle est en charge d'organiser les Coupes du monde de football. Et 1924, c'était les Jeux de Paris, voilà, dont on va fêter le centenaire à travers la tenue des Jeux de 2024. Alors, quelques images glanées au hasard de l'exposition. Peut-être ce char antique, là, tout à fait en haut à gauche, qui fait penser à l'Antiquité grecque, bien sûr, au concours à Olympie et ailleurs. Hein, et c'est dans cet esprit-là que Pierre de Coubertin a voulu inventer un lien entre l'Antiquité et sa modernité à lui, mais c'est un lien assez factice en vérité, parce qu'il s'adresse aux sportsmen de son époque, c'est-à-dire aux dirigeants des clubs des élites, et ces dirigeants, qu'ils soient des Européens continentaux, des Britanniques ou des Américains, ils ont tous en commun d'avoir suivi des études d'humanité classique. Et comme à l'époque, le terme de championnat du monde n'existe pas vraiment, il n'a pas de mot pour définir et nommer une compétition qui réunirait les athlètes les plus brillants du monde entier, en tout cas du monde occidental. Et donc il va réactiver ce mot ancien, les concours d'Olympie, pour projeter sa modernité à lui, puisque son projet, c'est quand même de rétablir les Jeux olympiques sous une forme moderne, c'est-à-dire avec les sports de la modernité de la fin du XIXe siècle. Son idée, il l'émet pour la première fois en 1892. Elle va trouver réalisation au travers du congrès de la Sorbonne qui se tient en juin 1894. C'est un congrès qui réunit les sportsmen occidentaux pour adopter une définition internationale de l'amateurisme. Parce que les athlètes qui vont se réunir pour participer aux Jeux olympiques sont tous des amateurs, au sens du bon goût. Et sont des amateurs d'art aussi, hein, mais sont aussi des amateurs de sport. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de gratuité dans l'acte sportif. On ne concourt pas pour des prix, on ne concourt pas pour remporter des paris. C'est vraiment pour l'honneur. C'est-à-dire que l'amateurisme fonctionne comme une barrière de classe et une barrière de genre. Il est hors de question que des ouvriers participent à leur compétition, la compétition de ces gentlemen. Et il n'est pas davantage possible que des femmes puissent participer. Dans certains clubs britanniques, il est écrit « No women » à l'entrée des clubs. Et dans les actes constitutifs de la Fédération anglaise d'athlétisme, il est précisé, si on ne l'avait pas compris, « No workers », pas d'ouvriers. Donc on a vraiment affaire à une réunion des élites occidentales qui adoptent en Sorbonne une définition commune de l'amateurisme, parce que ces définitions, elles variaient entre les sports de l'époque, et elles variaient même d'un pays à l'autre. Or, si en tant qu'amateur, vous rencontrez un athlète professionnel, vous allez déroger en fait. Vous allez perdre votre statut d'amateur parce qu'on va considérer d'une certaine manière qu'en rencontrant un professionnel, vous êtes entré dans une rivalité qui a donné lieu à une sorte de commerce quelque part, il y a eu un arrangement financier, bref, vous avez rompu le pacte d'honneur des sportsmen, de ces gentlemen du sport. Donc cette image, elle était là pour évoquer aujourd'hui le rétablissement des Jeux olympiques sous une forme moderne, des Jeux olympiques qui sont une réunion de sportsmen, c'est-à-dire de sportifs amateurs issus des élites occidentales et qui se rencontrent pour l'honneur et aussi pour nouer entre eux des relations pacifiques, puisque Coubertin est animé par l'esprit du liberal pacifism, de l'esprit du pacifisme, celui des congrès de la paix, des prix Nobel. Vous voyez, un tiers des membres d'honneur du congrès de 1894 en Sorbonne sont des membres des congrès de la paix. À ne pas confondre avec le pacifisme des socialistes, qui est farouchement contre le principe même de guerre, alors que les liberal pacifistes comme Coubertin sont à la fois des internationalistes, des pacifistes, mais ce sont aussi des grands patriotes. Et Coubertin prendra la vareuse militaire en 1915 pour essayer de contribuer à l'effort national de guerre. Voilà. Le tableau
Tamara Lempicka ici, c'est pour évoquer, non pas le ski, je ne pense pas, hein, c'est l'alpinisme, c'est une alpiniste. Et l'alpinisme aurait dû apparaître d'ailleurs dans les premiers Jeux Olympiques, Coubertin le souhaitait. Et on a remis d'ailleurs des prix à la meilleure ascension des 4 années qui précédaient les Jeux Olympiques. Parfois, on a fait cette remise de prix. Tout ça pour vous dire qu'on reste quand même dans l'univers des sportsmen, mais ici, on a affaire à une sportswoman, parce que les femmes ont été aussi des ascensionnistes, comme on disait en France au XIXe siècle. Là, le petit personnage là qui est juché sur une boule de pierre, c'est pour rappeler qu'il y a une diversité des cultures athlétiques, des cultures corporelles. Body culture movement, comme disent mes collègues anglo-saxons. C'est-à-dire les cultures des corps en mouvement. On n'a presque pas de mots pour dire ça en français. C'est toute la question de la définition du sport que je vais poser à travers cela. En tout cas, c'est un exercice d'équilibre qui renvoie à un autre univers que le sport des gentlemen des clubs. C'est l'univers plutôt des foires, des cirques et des sortes de tours de force qu'on pouvait réaliser. Et ça fait partie de l'univers, des univers corporels. Le sport aujourd'hui a été complètement naturalisé. Ça nous paraît évident que le sport est la culture des corps majeure, essentielle, celle qu'on voit sur les écrans, voilà, auxquelles on peut s'adonner. En vérité, au XIXe siècle, il existe tout un tas d'autres familles d'exercices corporels. Par exemple, les gymnastiques, qui sont soit à finalité médicale, soit à finalité militaire, qui sont très anciennes, qui sont réapparues et reconstruites au XIXe siècle, à des fins nationalistes souvent, ou hygiénistes. Mais elles ont un rôle important. Le monde des acrobates, trapézistes, des tours de force, c'est un autre univers. Et puis, vous avez aussi les jeux anciens, les jeux traditionnels. À la fin du XIXe siècle, en 1900, plutôt même au début du XXe siècle, Jean-Jules Jusserand, que vous connaissez peut-être comme étant l'ambassadeur de France aux États-Unis ensuite, il l'a été avant, pendant et après la Première Guerre mondiale, Jean-Jules Jusserand est un sportsman français, et il publie en 1901 un ouvrage qui s'intitule « Jeux et exercices de l'ancienne France », dans lequel il veut démontrer que les sports sont nés en France. D'abord, le mot sport vient de desport, de la langue de Rabelais, en tout cas de son époque, se désporter, donc c'est-à-dire mettre son corps en mouvement, à des fins ludiques. Et puis, surtout, le tennis, ça vient du vieux français tenez, quand on annonce à son adversaire qu'on va servir. Voilà. Qu'est-ce que je reprends ? Le croquet français est l'ancêtre du cricket. La soule serait l'ancêtre à la fois du football et du rugby, etc., etc. On est dans un moment nationaliste où la France a du mal à accepter que les sports qui sont ceux de la modernité de la fin du 19e et du début du 20e siècle aient pu être inventés par les Anglais. Voilà, ça, c'est difficile à accepter. Et les Italiens feront de même après la Première Guerre mondiale, puisque Mussolini interdira les mots de la langue anglaise dans le sport italien. C'est quand même compliqué. Mais c'est resté dans l'esprit italien, puisqu'on ne dit pas football en Italie, on dit calcio, par exemple. Vous voyez ? Donc il y a une rivalité culturelle et linguistique autour de l'émergence même des sports à la fin du XIXe siècle. Et c'est vrai que les Britanniques et nos collègues chercheurs ont tendance à nous faire croire qu'ils ont inventé les sports. Peut-être que c'est ce que vous croyez. Les Britanniques ont inventé les sports. Non. En vérité, il y a une floraison de pratiques corporelles, d'exercices corporels dans le monde occidental, pour parler seulement de celui-ci, que ce soit dans les pays scandinaves où on va avoir des pratiques, par exemple, de courses de fond et de demi-fond, dont ils sont toujours les spécialistes. Vous avez les pratiques de sport d'hiver aussi. Les États-Unis, en 1891 et 92, inventent le basketball et le volleyball, dans le contexte des YMCA. À Springfield, Massachusetts, on veut trouver des jeux d'exercice d'intérieur, indoor, pour les jeunes garçons. Et on invente un jeu où on va mettre un filet entre des pratiquants de ballon, ça va être le volleyball. Et l'année précédente, Morgan a imaginé prendre un panier, le mettre en hauteur, et l'article 1 de la règle du basketball précise que pour pouvoir marquer un point, il faut s'élancer vers Dieu et envoyer la balle dans le panier. Vous voyez, voilà. Donc là, c'est toute l'empreinte du protestantisme américain, et les YMCA vont diffuser
ce basketball, puis plus tard le volleyball, notamment en direction de l'Amérique latine, de l'Asie-Pacifique, les Philippines, le Japon, etc. Et ça va contribuer à la diffusion des cultures sportives occidentales dans le monde. Et les Britanniques font de même dans leur empire. Donc la modernité sportive de la fin du 19e siècle, du début du 20e siècle, c'est une modernité qui est née aussi dans le contexte des empires et de l'influence culturelle britannique, américaine, mais pas seulement. Et les Français veulent jouer leur part. Donc ils veulent jouer leur part, par exemple, avec la bicyclette. Les Français considèrent qu'ils ont inventé la bicyclette. En 1861, c'est un serrurier parisien qui s'appelle Michaud qui invente un procédé essentiel, hein, qui est celui de mettre un pédalier sur le moyeu de la roue avant. Mais ça n'en fait pas vraiment une bicyclette. Vous voyez? Alors ensuite, ce vélocipède, on a essayé de le perfectionner, on a agrandi la taille de la roue avant. Pour des questions de développement, on a pensé aller plus vite et plus loin. C'est devenu le Grand Bi. Et les Anglais, eux, vont considérer de manière beaucoup plus simple, comme d'habitude, c'est comme au rugby, hein, pour aller vers l'avant, il vaut mieux envoyer la balle derrière soi. Ça paraît naturel, mais la bicyclette, c'est pareil. Ils vont rendre la roue arrière motrice et la roue avant deviendra conductrice. Pour ça, il faut une chaîne de transmission. Et c'est Lawson, en 1884, qui a cette idée géniale de rendre la roue arrière motrice et la roue avant conductrice avec un guidon. Et ça devient la bicyclette, en fait. Bicycle, la bicyclette anglaise. Donc après, c'est détourné tout autrement par les artistes. Voilà. Le patinage, c'était considéré comme un jeu mondain, mais qui a pu aussi avoir des accents sportifs dès les années 1870-1880. Il y a des skate clubs à Paris, très célèbres, pas simplement ceux de patins à glace, mais d'abord ceux de patins à roulettes. Et ça, le président Juan Antonio Samaranch, qui a présidé le CIO de 1980 à 2001, est d'abord un joueur de rink hockey. Voilà, il joue une sorte de hockey sur gazon, mais sauf qu'il joue sur parquet avec des patins à roulettes. Voilà. Oui, les univers sont extrêmement variés, hein. Les acrobaties, les gymnastiques, les sports anglais, américains, scandinaves, les pratiques traditionnelles en Europe. Mais tout cela va fusionner sous la forme d'une modernité qu'on appelle les sports. Et à l'époque d'ailleurs, d'abord les sports athlétiques. Puis ensuite, on va élever un petit peu au niveau conceptuel, on va parler du sport en général. En soi, c'est déjà une sorte d'acte de modernité linguistique, parce qu'on n'avait pas véritablement de mots pour évoquer toutes ces pratiques. Et c'est dans la presse de la Troisième République, mais ailleurs aussi, qu'on voit apparaître ces chroniques sportives avec de nouvelles pratiques qui arrivent les unes après les autres. Il y a une sorte d'inflation des pratiques qui apparaissent sous le terme sports athlétiques, puis les sports, et certaines revues s'appellent comme cela d'ailleurs. Ça correspond en fait à un moment, on peut appeler la mondialisation sportive. Et c'est vraiment le reflet de cette modernité des sports, qui est un processus largement occidental, mais qui est diffusé au monde dans le cadre des empires territoriaux ou culturels. Et le terme de sport va s'imposer, tout simplement parce que c'est un mot valise pratique. Voilà, on met dedans pêle-mêle tout un tas de choses. Et encore aujourd'hui, ça fait débat. Qu'est-ce qui est sport, qu'est-ce qui ne l'est pas? Est-ce que les jeux vidéo sont du sport? On parle de e-sport. Est-ce que les tournois d'échecs, c'est du sport? Le bridge, la Fédération internationale d'échecs est reconnue par le CIO, pas celle de poker. Voilà, il en existe une pourtant. Et donc voilà, c'est toute cette nouveauté qui émerge à la fin du 19e siècle, au sein des élites occidentales qui sont interconnectées parce qu'elles ont les mêmes loisirs. Alors, les loisirs sportifs, mais pas seulement. On se retrouve pour les paris hippiques, pour les bains, voilà, à Baden-Baden, à Pau, à Bath ou ailleurs. Ils fréquentent les mêmes transocéaniques, les mêmes trains continentaux. Voilà, il y a des intermariages. On parle la même langue, en fait. C'est une sorte de nouvelle aristocratie qui émerge, l'aristocratie des sportsmen, pourrait-on dire. C'est cette forme de modernité à laquelle je vais vous associer, qu'on peut aussi retrouver avec l'automobilisme, qui est un art de la conduite. Donc on est vraiment au cœur d'un acte artistique, hein. C'est vécu comme cela. D'ailleurs, tout ce qui est mécanique est laissé souvent au chauffeur, qui lui fait chauffer le moteur pour qu'ensuite le propriétaire, lui, puisse conduire sa voiture. Et il la conduit voilà,
avec délicatesse, fougue, tout dépend des conducteurs, pas de conductrice. Et on parle d'automobilisme d'ailleurs, parce que c'est considéré comme un sport. Pareillement pour l'aviation, les dirigeables, tous les moyens de transport sont inclus dans cette émergence des sports modernes de la fin du XIXe siècle. Voilà. Donc ils étaient présents, les sports, dans l'exposition du Paris de la modernité, mais peut-être pas de manière centrale. Voilà, donc 1904-1924, la France n'est pas simplement au cœur des arts, la France est au cœur des sports modernes. En tout cas, elle a cette prétention. Contre le Royaume-Uni, contre même les États-Unis, la France prétend diriger les sports. Et les Jeux de 1924 trouvent place dans cette dynamique-là. Et d'ailleurs, les Français sont à la tête des fédérations internationales. Pierre de Coubertin a dirigé le CIO, a présidé le CIO qu'il a constitué de 1896 jusqu'en 1925. Donc il a marqué de son empreinte fortement les Jeux olympiques modernes. D'abord, ne serait-ce qu'en imposant le français comme langue officielle. Encore aujourd'hui, le français est la langue officielle des Jeux olympiques, avec l'anglais, mais le CIO n'utilise quasiment plus que l'anglais depuis les années 30 et surtout 50. Mais normalement, ce sont les règlements en langue française qui font foi quand il y a des litiges. Vous voyez ? Alors avec Marie, on avait eu l'occasion de monter l'exposition sur les Jeux de 1924. C'était pour le premier semestre 17, dans le cadre de la candidature de Paris pour avoir les Jeux. Donc vous savez que la France organise les Jeux olympiques, ça ne nous a pas échappé. Je pense qu'on ne peut rien faire contre ce rouleau compresseur-là. Donc ça, pour les historiens du sport, c'est quand même flatteur, parce que ça nous permet d'exister un peu. Mais sinon, voilà, il y a une machinerie qui est lancée, qui est assez impressionnante, et qui oublie de nous dire qu'en fait, on a eu ces Jeux parce que plus personne n'en voulait. Hein. Faut peut-être le dire quand même. Voilà, en 2017, il n'y a plus de candidats. Toutes les villes qui ont été candidates ont retiré leur candidature à la suite de référendums qui ont échoué, référendums citoyens. Et il y a deux villes, en fait, qui surgissent, Paris et Los Angeles. Et comme le CIO sort d'une diagonale du fou, en quelque sorte, avec des Jeux à Pékin en 2008, à Sochi, en Russie, donc en 2014 pour les Jeux d'hiver, et qu'on avait déjà mis dans les cartons les Jeux à Pékin à nouveau pour les Jeux d'hiver, en 2022, le CIO a subi tellement de critiques de la part de la presse et des organisations d'activistes, comme dit le CIO, de défense des droits humains, etc., qu'en 2017, ils ont fait le choix d'un coup de donner les Jeux et à Paris et à Los Angeles. Donc Paris 2024, Los Angeles 2028. Les Français voulaient absolument les Jeux pour le centenaire. Franchement, ils ont perdu gros, puisque les Américains ont accepté de ne faire les Jeux que 4 ans après. Le CIO leur a donné en dédommagement $1 milliard quand même. Et nous, ça va nous coûter 10 millions d'argent public et privé. Vous voyez, un peu, bon, on n'est pas très bon en négociation commerciale. On est un peu old-fashioned, quoi. Vraiment, c'est le patrimoine, hein, on défend le patrimoine français. Les Jeux du centenaire, très bien, mais on a perdu $1 milliard. Voilà. En tout cas, en 1924, on a fêté le 30e anniversaire du congrès de la Sorbonne, de 1894, qui avait vu le rétablissement des Jeux olympiques. Coubertin les voulait modernes, vous l'avez compris, avec des jeux de la modernité anglaise. Il est fasciné par l'Angleterre, avec laquelle il veut rivaliser. Hein, c'est pas parce qu'il est anglophile, hein, il est plutôt un adversaire de l'Empire anglais, mais il considère que le sport, c'est un bon moyen de rivaliser avec les Anglais et de fabriquer les nouvelles élites françaises par le sport. Et ce congrès de 1894, il avait aussi établi une liste des sports olympiques. Et la plupart de ces sports étaient d'ailleurs des sports anglais. Mais dans cette dimension internationaliste, et Coubertin n'oublie jamais qu'il est français. Donc, toutes ces décisions, elles sont prises avec un arrière-plan qui est français, même s'il affiche toujours une sorte de priorité internationale dans son projet. En tout cas, lui, il voulait les Jeux pour 1900, les premiers Jeux pour 1900, pour l'exposition universelle. Il l'avait encore écrit en juin 1894, juste avant le congrès, dans la revue de Paris. Les Jeux pour l'exposition universelle de 1900, à Paris. Pas de chance, un Grec est arrivé, un homme de lettres, mais aussi lié au monde du négoce londonien,
qui est dépêché par le roi des Hellènes, Georgios, Georges, en fait, qui est un prince danois qui ne parle pas grec, et qui a besoin d'assurer sa dynastie, et qui va miser sur les Jeux olympiques, qu'il va installer pour le 75e anniversaire de la renaissance de l'État grec, 1821-1896, à la Pâque orthodoxe. Il n'est pas du tout de religion orthodoxe, mais en tout cas, il s'agit pour lui d'assurer, par l'organisation des Jeux olympiques, d'assurer le futur dynastique et puis la renaissance, de faire reconnaître la Grèce comme une nation moderne par l'organisation des Jeux olympiques. Et ça ne fait pas un pli, hein, dans l'Assemblée des sportsmen réunis en Sorbonne. Il est acclamé quand il propose que les Jeux aient lieu 4 ans plus tôt à Athènes. Donc Coubertin, il a finalement transigé et pactisé avec Bichélas, parce qu'il y avait une autre proposition qui était faite par d'horribles Parisiens qui voulaient que les premiers Jeux aient lieu à Londres. Quelle horreur. Alors Coubertin a dit, bon, ok, mieux vaut d'abord, on va accepter les Jeux à Athènes pour 1896, mais attention, les Jeux de 1900, ça sera les deuxièmes Jeux à Paris. Voilà, et puis on sera totalement écarté parce que on ne peut pas dire que ce soit un Dreyfusard, et la République dreyfusarde a écarté son projet de Jeux olympiques et a organisé des concours internationaux d'exercice physique et de sport qui sont en 1900 des concours de jeux français. C'est pour ça que vous avez de la pêche à la ligne, des concours de colombophilie, vous avez des concours de boules lyonnaises, de gymnastique républicaine, etc., etc. Et les concours olympiques, en fait, sont déroulés dans les recoins, on va dire, du Bois de Boulogne, dans les clubs UP de la capitale, mais sans que la presse ni le gouvernement ne soutiennent ces jeux-là. Ce qui fait qu'on peut dire qu'en 1900, il n'y a pas vraiment eu de Jeux olympiques, et Coubertin s'en lamente d'ailleurs. Il est totalement écarté. En tout cas, en 1924, il est revenu en position de force, parce qu'il est encore président, mais il ne voulait pas non plus les Jeux à Paris pour 1924. Décidément, Coubertin et la France est compliqué. Et c'est le Quai d'Orsay qui lui a imposé des Jeux à Paris, parce que la France est le premier pays à avoir créé un bureau des sports au sein du ministère des Affaires étrangères. C'était en 1920. Il n'y a aucun autre pays au monde qui, à ce moment-là, a des fonctionnaires qui sont des affaires étrangères, qui sont chargés de faire la propagande sportive d'un pays. On peut parler de diplomatie sportive. Donc la France finance le déplacement de ses athlètes, veille à récupérer des événements pour les organiser en France, donc pour que la France puisse rayonner dans le monde par le sport. Et on l'a fait avant tous les autres, en vérité. Donc Coubertin, lui, il est assez entêté, il se rappelle l'épisode de 1900, et c'est niet. Et vraiment, la pression est montée très fort, et il a finalement cédé, c'est une sorte de concession, mais en même temps, comme il est en rivalité avec les présidents des fédérations internationales, qui sont tous des partisans de la République radicale et dreyfusarde, il a obtenu, disons, leur obéissance. Ils sont rentrés dans le rang olympique, ils sont revenus au bercail olympique, si vous voulez, ils acceptent la tutelle du CIO sur leur compétition, et en échange, Coubertin a bien concédé avec ses collègues les Jeux à Paris pour 1924. Donc c'est que le président de la République est venu en Sorbonne, là vous avez une photographie qui l'illustre, présenter ses honneurs aux futurs athlètes. Alors bien sûr, la Grèce a eu sa place puisqu'elle a organisé les Jeux les premiers Jeux de 1896. Vous voyez les joueurs on a du tennis, on a de l'escrime, on a déjà la bicyclette française. Voilà. Et puis on a rénové ce stade du IIIe siècle après Jésus-Christ. On l'a excavé et puis il y a un riche banquier d'Alexandrie, Avérov, qui a payé la remise en état avec du marbre pour les spectateurs. Voilà. Et on imagine entre 60 et 80 000 spectateurs dans ce stade qui n'est pas très facile à pratiquer quand on veut faire de l'athlétisme, vous imaginez bien, moderne. Alors qu'au même moment, les ovals, il y a les enceintes sportives américaines ou ce qu'on appelle déjà stadium en Grande-Bretagne, font 15 à 20 000 places. Vous voyez, donc là, on est entre 60 000 spectateurs assis, plus 20 000 en haut, qui ont aussi participé. Donc c'est presque 10% de la population athénienne et des environs d'Athènes qui sont dans le stade, plus quelques marins américains et une centaine d'athlètes qui n'étaient pas grecs. Donc c'est un événement qui a eu un certain retentissement, à tel point que les Grecs ont voulu les organiser 4 ans plus tard chez eux. Et le roi Georges, à la fin des Jeux, a appelé les athlètes à revenir en Grèce 4 ans plus tard pour des Jeux à Athènes. Et Coubertin a dit
On a signé un accord quand même. Donc il a écrit au Times un courrier en rappelant que les Jeux avaient été prévus à Athènes en 1896, mais à Paris ensuite en 1900. Parce que son idée, c'est que les Jeux fassent le tour de toutes les capitales du monde. Donc 1900 Paris, il avait pensé à Chicago 1904 où il a ses amis, mais il a dû céder pour Saint-Louis. 1908, c'est Londres. 1912, c'est Stockholm. Voilà, l'idée, c'est que les grandes capitales sportives du monde accueillent les Jeux olympiques. C'est cette modernité qui circule en fait à travers les Jeux olympiques d'un pays à l'autre, d'un continent à l'autre. Je les ai évoqués, les concours républicains. Voilà, vous aviez aussi des concours de ballons dirigeables, vous voyez. On a une Marianne, mais bon, il n'y a pas de femmes aux Jeux olympiques. À Paris en 1900, juste quelques tennisseuses et golfeuses. Mais contre Coubertin et contre le CIO. Il faut bien dire que jusqu'en 1912, le Comité international olympique n'a jamais contrôlé l'organisation des Jeux olympiques. Ce que le Comité international olympique contrôle, ce sont les intervalles entre les Jeux, l'attribution des Jeux, la définition des sports au programme, et toute une forme de diplomatie que le CIO active pour que les États acceptent l'organisation et que le CIO ne perde pas le contrôle d'ailleurs de cette organisation. Donc s'il y a quelques femmes, ce n'est pas accrédité du côté du CIO, ce sont simplement les organisateurs. Et les républicains au pouvoir à l'époque n'imaginent pas que les femmes soient exclues des concours. Maintenant, on ne va pas particulièrement les émanciper par les pratiques sportives qui leur sont présentées, hein, ça c'est évident. Mais c'est moins, on va dire, conservateur que le CIO. On peut dire ça, on pourra en reparler si vous voulez. Il y a toute une série d'autres compétitions qui sont aussi le reflet de cette modernité sportive de la fin du 19e et du début du 20e siècle, mais qui sont aussi liées au contexte de l'époque. Par exemple, les Américains ont voulu prendre pied sur le continent européen avec leur YMCA, de la même manière qu'ils ont créé des jeux en Amérique latine, qu'ils ont créé des jeux en Asie-Pacifique, ils ont tenté de créer des jeux en Europe, contre le CIO et contre les JO. Et donc ils vont le faire dans le cadre des Jeux de 1919, des Jeux interalliés, qu'on a parfois oubliés, mais qui sont des jeux organisés pour occuper les soldats et les officiers dans cette période, vous savez, où la guerre a pris fin. En tout cas, il y a l'armistice, mais le traité de Versailles n'a pas encore été signé. Donc dans cette période-là, on va organiser ces compétitions à Paris, et le général Pershing va financer un stade qui existe toujours, le stade Pershing à Paris, dans le bois de Vincennes. Et à cette occasion, les YMCA sont très entreprenants. Et puis ils vont essayer d'imposer leurs propres pratiques, y compris une démonstration de basketball, par exemple. Vous avez en bas à gauche. Même si la première partie de basketball sur le continent européen a lieu à Paris, rue de Trévise. Je vous encourage à visiter l'UCJG, l'Union chrétienne des jeunes gens de Paris. Et vous avez non seulement une piscine, qui est dans un état, elle ne peut pas être mise en eau, mais en sous-sol, mais en rez-de-chaussée, vous avez une salle qui a servi pour la première partie de basketball en 1893. Et puis aux étages, vous aviez une bibliothèque qui pouvait servir de salle de cinéma ensuite, dans l'entre-deux-guerres. En tout cas, on a, avec ces Jeux interalliés de 1919, on a affaire à une sorte d'olympiade, si vous voulez, mais militaire, et qui exclut bien évidemment les adversaires, ceux qui sont déclarés responsables de la Première Guerre mondiale. Les Français, à quelques exceptions près, sont aux commandes de toutes les fédérations internationales. Voilà, celle qui leur échappe et qui est la plus prospère, en haut à gauche, c'est la Fédération internationale d'athlétisme avec Siegfried Edström, qui en est le président fondateur. C'est un Suédois. Il est à la tête de la plus grande compagnie privée d'électricité en Suède, et il deviendra le président de la Chambre de commerce internationale à la fin des années 30. C'est lui qui veillera à ce que les nazis restent dans la Chambre de commerce internationale pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc il sera récompensé par le Troisième Reich. Voilà. Et il sera gentiment écarté en 1945. Mais il devient président du CIO en 1942, il le reste jusqu'en 1952. Voilà. Et puis vous avez après, presque tous sont des Français. Le cyclisme, la voile, l'équitation, le football, le tennis, presque tous les Français, ils sont à l'initiative des fédérations internationales. En fait, il faut comprendre qu'il y a un isolement britannique autour de l'idée que les Britanniques ont inventé les sports, qu'ils ont diffusé dans leur empire et dans le reste du monde, et qu'ils ont le contrôle des règles du jeu. Les rules.
si vous voulez changer les règles du football ou du rugby, c'est pas possible. Là, il faut aller voir du côté de Cambridge, Oxford, Rugby School. Pour le golf, c'est Andrew, le club de St Andrews, par exemple. Le tennis, c'est Wimbledon. Pour le cricket aussi. Donc, on ne touche pas aux règles. Les règles sont extrêmement figées. Et les Britanniques, à travers les règles, pensent contrôler le sport mondial. D'autant que les clubs qui apparaissent dans ces sports anglais ailleurs dans le monde s'affilient directement au club fondateur du sport concerné. C'est comme ça que vous avez des clubs de football en Argentine qui s'affilient directement à la Football Association à Londres. Vous voyez, vous avez des clubs de tennis qui arrivent en France à la Belle Époque, qui s'affilient directement à Wimbledon. Ils ne se reconnaissent pas dans une fédération française. Les Britanniques ont organisé comme ça leur mainmise et leur contrôle du sport international. Et face à eux, les Français ont développé un tout autre système, qui est le système qu'on pourrait appeler fédératif, un peu girondin, avec des fédérations nationales qui rassemblent des clubs, des fédérations internationales. Et comme les Français en ont l'initiative, ils organisent ces réunions fondatrices à Paris et ils deviennent les présidents des premières fédérations internationales. Donc les Anglais, d'ailleurs, souvent, ne veulent pas participer aux compétitions organisées par ces fédérations internationales. Ils ont leur propre compétition. Par exemple, l'America's Cup, c'est avec les Américains en voile, depuis le 19e siècle. La Davis Cup, c'est une invention américaine, mais on se rencontre au départ qu'entre Britanniques et Américains, etc., etc. On est plutôt dans un entre-soi anglo-saxon, et on ne participe pas aux compétitions des fédérations internationales françaises. Sauf que ces compétitions, elles vont avoir de plus en plus de succès, et qu'au final, soit un peu avant la Première Guerre mondiale, soit au sortir de la Première Guerre mondiale, les Britanniques vont rentrer dans le rang et participer à ces compétitions, mais en exigeant parfois, comme à la Fédération internationale de tennis, que comme ils ont inventé le sport, eh bien, ils auront droit à 12 voix lors des décisions d'Assemblée générale, quand la France ne devrait en avoir qu'une, par exemple. Vous voyez ? Donc ça génère ce genre de tension dans ces fédérations internationales. C'est toujours intéressant de voir un peu comment on règle, on organise le sport international. Ce n'est pas exactement la copie de la planète des États. Il faut bien considérer qu'il y a deux planètes. Vous avez la planète des sports, avec son organisation en fédération nationale, internationale, le CIO qui coiffe tout ça. Vous avez une organisation un peu plus réticulaire, celle que les Britanniques maîtrisent, avec les règles du jeu, les boards qui sont chargés de définir les règles du jeu, et puis ces affiliations. Et puis après, le reste, c'est le jeu politique des États, c'est la diplomatie des États. Les États n'ont pas toujours la capacité à interférer dans la planète des sports. Ce sont deux planètes qui parfois se recouvrent, s'entrechoquent, mais ça reste des planètes différentes. Et puis il y a aussi des femmes pour porter haut et fort le sport comme le lieu d'une conquête, d'une émancipation. Et donc, comme Coubertin, lui, considérait que les femmes étaient là pour couronner les vainqueurs, que les Jeux olympiques étaient là pour glorifier l'athlète mâle individuel, écrit-il, encore dans les années 30. Évidemment, il n'y a pas de place pour les femmes. Et on a une Française, Alice Millat, qui est une femme issue des classes populaires de Nantes, qui a vécu un peu en Angleterre, qui a été probablement initiée au sport, même si on ne le sait pas vraiment, mais en tout cas, elle a un véritable intérêt pour les sports. Et quand elle revient en France, elle va développer un athlétisme féminin, et particulièrement pendant la Grande Guerre. On sait que pendant la Grande Guerre, les femmes ont trouvé quelques espaces de liberté que les hommes ont rapidement repris après la guerre. Et c'est dans cette période que les femmes françaises, les jeunes femmes parisiennes essentiellement, mais de quelques villes aussi en France, vont se mettre à pratiquer les sports athlétiques, c'est-à-dire l'athlétisme, la course à pied, mais aussi le football, le rugby, le basketball, etc., le saut en hauteur, le saut à la perche, tout ce que les hommes leur interdisaient, et vont tenter de leur interdire d'ailleurs, encore après. Et ce qui fait qu'Alice Millat, devant l'impasse que représente le CIO pour son projet de développer les sports pour les femmes, eh bien, elle va lancer les Jeux féminins. Donc à partir de 1922, à Paris, sur une grande journée, vous avez des premiers Jeux mondiaux féminins, qu'elle appelle au départ Olympiade féminine, et le CIO considère qu'elles ne peuvent pas utiliser Olympiade, ce n'est pas possible, donc ça va s'appeler ensuite Jeux mondiaux féminins, et il y aura 5 Jeux mondiaux féminins pendant l'entre-deux-guerres. Alice Millat a créé donc une fédération féminine des sports athlétiques, une fédération internationale féminine des sports athlétiques,
Et Siegfried Edström, dont je parlais tout à l'heure, le président de la Fédération internationale d'athlétisme, fait partie au sein du CIO, parce qu'il est aussi membre du CIO, de ceux qui considèrent que finalement il vaudrait mieux avoir les femmes dans les compétitions qu'à l'extérieur. Coubertin, lui, pas de femmes aux Jeux Olympiques. Son successeur, Bailly-Latour, un comte belge, non plus, pas de femmes olympiques. Mais Edström et Avery Brundage, d'ailleurs l'américain, considèrent qu'il vaut mieux avoir les femmes à l'intérieur, mais pour les contrôler. On a une lettre magnifiquement terrible qu'ils échangent dans les années 30 à propos de la fédération d'Alice Mia, où l'un écrit à l'autre en lui disant, à propos d'Alice Mia et de sa fédération, « The whole thing would have to disappear from the surface of the earth ». Donc en gros, la chose devrait disparaître rapidement de la surface de la Terre. Et puis c'est ce qui est arrivé, puisqu'ils sont agi en fait auprès des différents gouvernements pour couper les financements des fédérations nationales féminines sportives. Et la fédération s'est sabordée en 1936 lors des Jeux de Berlin. En tout cas, la modernité sportive concerne bien les athlètes anglo-saxons en priorité, si anglo-saxon a un sens quand même. En tout cas, les Britanniques, les Américaines et très fortement aussi les Néo-Zélandaises et Australiennes. Donc, qui investissent l'athlétisme, la natation avant même la Première Guerre mondiale. Et sur un mode compétitif, avec une volonté de se dépasser véritablement en cherchant la performance. Et peu importe d'ailleurs la question de l'apparence, elles sont des pionnières aussi en matière de vêtements féminins. Parce que les joueuses de tennis, si vous regardez les clichés d'époque, Hubert ne démentira pas, elles sont habillées en robe, donc c'est pas très pratique, avec le corset, les cheveux pris dans des chapeaux. Voilà. Donc non, Susan Lenglen, j'en parlerai un petit peu, voilà, elle va libérer cela, mais elle n'est pas la seule. Il y en a eu d'autres avant elle. Et en tout cas, pour ce qui est des athlètes américaines, vous les voyez ici, c'est clair, c'est le shirt et c'est le short. Et on est dans des logiques vraiment de perfectionnement du corps et de quête de la performance et des records. En course à pied et dans toute une série de sports collectifs aussi, y compris le rugby. La boxe même pour certaines. Pour faire le tour de ce panorama des sports de la modernité, il faut dire un mot aussi des sports d'hiver, puisque ça fait partie des loisirs de la Leisure Class, de la classe de loisirs, comme l'écrit Thorstein Veblen en 1899. C'est un sociologue américain, mais d'origine scandinave, qui réfléchit beaucoup à la question du luxe, de la place du luxe dans la société américaine et de l'enrichissement. En tant que luthérien, il est horrifié par cette place de l'argent. Et donc, dans un livre resté célèbre, Leisure Class, la classe de loisirs, il explique comment cette élite américaine en vient à dépenser son argent dans le luxe de manière éhontée, y compris dans les pratiques sportives. Donc les yacht clubs, etc. Et les sports d'hiver. Et la patrie des sports d'hiver, en tout cas pour ses formes compétitives, ce sont les pays scandinaves. Et il existe des jeux d'hiver dès les années 1906-12, on appelle les Jeux du Nord, Nordic Games. Sauf que ces jeux drainent non seulement les passionnés, mais aussi les touristes, vers la Finlande, la Suède, la Norvège. Et les hôteliers français et de l'arc alpin sont très mécontents de voir cette clientèle qui leur échappe. Donc les Jeux de 1924 à Chamonix sont des jeux créés de toutes pièces par les hôteliers et les syndicats d'initiative de l'arc alpin. Donc vous avez la France, la Suisse, l'Italie, l'Autriche et l'Allemagne qui sont impliqués dans le lancement des Jeux d'hiver que le CIO ne veut pas reconnaître dans un premier temps, donc ils vont s'appeler concours internationaux de sport d'hiver, mais qui sont vraiment des lieux de très grande modernité sportive, avec l'éclat des pratiques qui sont inédites, qui sont sans équivalent dans le passé européen, largement empruntées bien sûr aux pratiques scandinaves, mais désormais sous la forme de Jeux olympiques que le CIO va reconnaître comme tels en 1925, l'année suivante. Et ensuite, ils seront organisés. 1928, 1932, 1936, la même année que les JO, jusqu'en 1992, Lillehammer, où là, le CIO a introduit un décalage de 2 ans. Donc, par exemple, on a les Jeux à Paris en 24, ils seront en Italie en 26, par exemple, parce que c'est trop compliqué à gérer pour l'administration du CIO d'avoir et les Jeux d'hiver et les Jeux d'été en même temps.
Voilà, vous avez des compétitions de patins à glace. Alors les courses, tout ce qui concerne, tout ce qui est course, tout ce qui est fast, rapide, c'est pour les hommes, et pour les femmes, c'est les pratiques dansées, hein, en couple. Voilà. Donc c'est extrêmement genré, comme on dit aujourd'hui, hein, au sens voilà, où on maintient les femmes dans un certain nombre de pratiques et de postures qu'on juge décentes. Hein. Donc tout ce qui est un peu plus dansé, la gymnastique dansée, c'est pour les femmes, pas la gymnastique en force, aux agrès, vous voyez, par exemple. Mais c'est pareil pour le patinage. Donc ces modernités, elles sont réelles, hein, mais elles sont très genrées. Des modernités masculines, on pourrait dire, du sport, des modernités féminines qui sont très, voilà, qui sont très inscrites dans des rôles attribués au féminin, au masculin. Voilà, le masculin plutôt du côté de la force et de la guerre, le féminin plutôt du côté de la douceur et de la maternité. Voilà. On a un peu évolué, un peu. Hein. Non, mais pour avoir fait un travail récent sur la composition des membres du CIO, j'étais assez frappé. C'est pas sorti dans le Monde de mardi, parce que c'était plutôt je tiens une chronique depuis janvier tous les 15 jours. C'était plutôt sur les membres du CIO depuis l'origine. Je ne voulais pas faire la sociologie actuelle, mais j'avais prévu un article, je ne sais pas s'il passera, mais je faisais la différence entre les membres féminins du CIO aujourd'hui et les membres masculins. Et c'est étonnant de voir comment les membres féminins sont toutes liés à des métiers traditionnellement féminins. Vous voyez, l'éducation, tout ce qui relève du maternage et des soins, donc l'éducation, la santé, etc. Et ce sont les emplois qu'elles occupent. Et les hommes du CIO, j'en ai repéré 25 qui sont des PDG de sociétés de niveau mondial. On n'est pas dans la même catégorie. Et donc, ils sont tous issus quasiment du monde occidental, plus quelques PDG qui viennent d'Asie, d'Asie-Pacifique. Et les femmes, elles sont presque toutes africaines ou les pays caribéens. En fait, donc, les membres du CIO les plus pauvres sont les membres féminins et les membres les plus riches sont issus des catégories vraiment les plus élevées. Ça appartient aux grandes élites de la planète. Il y en a un qui est le président du Crédit Suisse, un Sénégalais, vous voyez. Vous avez un autre qui est le patron de la Banque de New York, la Banque fédérale. Voilà, bon, c'est des personnages qui sont quand même importants. Je passe sur l'émir du Qatar, un des fils du prince de Jordanie, etc. Donc, en tout cas, cette distinction genrée des modernités sportives, elle a encore ses impacts aujourd'hui dans les pratiques. Et on voit, il n'y a que 2 femmes présidentes de fédérations internationales aujourd'hui. En France, la France est le seul pays, la seule démocratie au monde à n'avoir jamais eu de membres féminins au CIO. Ouais, je n'avais pas prêté attention à ça à ce moment-là, mais je trouvais ça intéressant. Il faudra que je le place dans un autre article. C'est quand même un peu spécial. Vous voyez, je prévois un petit article qui s'appelle « La France et l'Olympisme ». Mais ça va y trouver sa place. C'est quand même incroyable. Bon. Alors les Jeux 1924 sont aussi une grande modernité parce que il y a tout un environnement économique qui est mis en branle en fait pour accompagner les Jeux. Le gouvernement français ne veut pas en faire simplement de Paris la capitale de la modernité sportive. C'est pas simplement cela. C'est aussi attirer les touristes, faire rayonner la France dans le monde et activer aussi tout un tas de ressorts économiques. Donc les grands magasins sont mobilisés pour afficher les réclames et les logos du jeu. Les affiches ici sont diffusées en des milliers d'exemplaires dans plusieurs langues aussi dans le monde entier. Et voilà, on escompte le service des œuvres françaises à l'étranger, qui est ce service au sein du Quai d'Orsay, qui comporte en son sein le bureau sport et tourisme, ça s'appelle bien le bureau sport et tourisme, 1920. C'est que donc, on imagine que la propagande française ou la diplomatie française d'influence, par le sport, elle sert aussi le tourisme. Et que les deux sont intimement liés, et c'est le cas particulièrement pour les Jeux d'hiver. Une des formes prises par cette modernité, bien sûr, sont les stades. Alors, le gouvernement français et la mairie de Paris n'ont pas été capables de s'entendre, c'était un peu étonnant, pour fabriquer le grand stade dont rêvaient les dirigeants du sport français. On rêvait d'un stade de 100 000 places comme il en existait aux États-Unis ou en Angleterre. Donc on a eu un stade de beaucoup plus faible capacité, le stade de Colombes, donc, qui est encore utilisé aujourd'hui, mais qui lui est construit en béton armé, hein, qui est d'une grande modernité. Et vous allez le voir, cette modernité, elle va même très loin pour accueillir la presse internationale.
C'est la première fois qu'il y a une sorte de centre de presse à l'intérieur du stade. Et les journalistes, que vous voyez tout à fait en haut, qui peuvent commenter le match, ils sont reliés avec des postes téléphoniques. Et le stade est connecté à la Tour Eiffel. Donc, par exemple, c'est l'armée française qui se charge de faire le suivi radiophonique, en fait, de la course de marathon. Donc, on a les informations qui arrivent dans le stade. Pour la première fois, d'ailleurs, on a des sortes de porte-voix électriques qui permettent de diffuser plus fortement. Sinon, il y avait des annonceurs qui entraient dans les stades pour annoncer les compétitions, les athlètes. Voyez, pour la première fois, on a des sortes de mégaphones. Hein, voilà. Et c'est aussi porté sur les ondes. On peut dire que les médias se nourrissent de la modernité du sport pour développer des technologies nouvelles. Par exemple, les premières motocyclettes qui embarquent la radio à bord, c'est pas pour suivre les présidents de la République, c'est fait pour suivre le Tour de France. Vous voyez, les premiers ralentis, c'est pour le football à la télévision dans les années 50. Et il y a toute une série de traits de modernité médiatique qui puisent leur origine dans le sport parce que il y a une modernité des corps en mouvement qui est difficile à saisir. Donc il faut trouver des subterfuges en quelque sorte. La photographie de composition qui se diffuse à la Belle Époque, c'est d'abord une photographie de sport, avant d'être de toute autre chose. On appelle le photomontage en gros. On a construit aussi une belle piscine, on a parlé récemment, le président de la République a inauguré la belle piscine, dont on espère qu'elle servira les Parisiens. La piscine des Tourelles, à l'époque, elle est extrêmement moderne. Elle a une forme un peu originale, on a l'impression d'avoir affaire à une forteresse, hein, mais elle est extrêmement moderne. Pour la première fois, par exemple, on a des lignes d'eau qui sont dessinées dans le fond de la piscine, et on a des flotteurs entre les nageurs. Parfois, ça dérivait un peu, vous voyez. Donc voilà, ça, c'est un perfectionnement assez intéressant à noter. On a aussi un grand tremplin. Donc, la piscine des Tourelles a attiré particulièrement les journalistes de l'époque, hein, parce que c'était un lieu impressionnant. Beaucoup de Parisiens s'y sont rendus. Puis il y a surtout des nageurs célèbres qui s'y sont trempés et qui ont remporté la victoire et la médaille d'or, un certain Johnny Weissmuller, qui incarnera Tarzan à l'écran quelques années après. Les Jeux Olympiques de Paris en 1924, c'est comme aujourd'hui, hein, tout ne se fait pas à Paris quand même. Donc on a un Grand Paris des sports qui va très loin, qui va jusqu'en Lorraine par exemple, parce qu'on avait là des pas de tir militaires qu'on a utilisés pour les compétitions de tir. On peut faire des régates aussi au Havre par exemple, à Meulan. Bref, on essaie de tirer parti, vous allez voir la flamme arriver bientôt à Marseille, voilà. Il y a un yacht club qui a été développé, il faut pouvoir faire un ensemble de compétitions qu'on ne peut pas faire tout à Paris. Et puis, c'est un premier village olympique. Je suis désolé pour nos amis japonais. Ça n'a pas été logé luxueusement, hein, mais vous voyez en bas à gauche les athlètes nippons. Mais pour la première fois, il y a une capacité de loger les athlètes dans un village olympique. Ce sont des baraquements, mais il y a un certain confort qui est assuré. Vous voyez, par exemple, chaque athlète a droit à 3 litres de vin par jour. Les Américains n'ont pas particulièrement apprécié ce confort-là, et eux, ils ont logé au château de Rocancourt. Vous voyez, on voit ici le drapeau américain au château de Rocancourt, mais ils font toujours un peu bande à part, les athlètes américains. Mais voilà, et on n'oublie pas que c'est dans le contexte de la sortie de guerre, bien sûr. Hein. Vous avez un gardien voilà, qui fait partie des anciens soldats victimes de la guerre. Les affiches à la table de déjeuner des athlètes, ça peut être aussi pour Saint-Zano, bière, enfin vous voyez tout un tas d'alcool qu'on recommande aux athlètes. Mais on pensait que, à l'époque encore, on pensait que le vin était un facteur de force. Hein, voilà. On est dans un contexte aussi, regardez la place du vin dans les campagnes françaises, aussi dans le travail des mineurs ou des ouvriers de la sidérurgie. On considère que le vin, il n'est pas titré non plus comme aujourd'hui, plutôt vers 9 degrés, mais en tout cas, on en boit beaucoup. Ça rafraîchit, puis ça donnerait de la force. Voilà.
Au Jeux de Saint-Louis en 1904, le premier vainqueur du marathon a été déclassé parce qu'il avait fait la moitié du parcours en automobile. Et le deuxième, parce qu'il avait absorbé un mélange de cognac et de strychnine. Pourtant, la fille du président des États-Unis s'avançait avec les fleurs pour le féliciter. Mais enfin, pour vous dire que cette relation aux produits dopants, elle n'existe pas du tout. Le CIO s'est posé la question après les Jeux de Berlin, au vu du triomphe des athlètes allemands. On se demandait comment c'était possible, quand même, en aussi peu de temps, les athlètes allemands puissent passer devant les athlètes américains, ce qui n'était jamais arrivé en athlétisme. Et ils ont monté une commission médicale l'année suivante pour cela, et aussi pour vérifier le genre des athlètes. Une des formes de la modernité olympique, c'est de vérifier que les femmes sont bien des femmes. On ne vérifie pas si les hommes en sont vraiment. Voilà. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Quand le CIO a un doute sur le genre d'une athlète, on va lui faire subir des tests chromosomiques. Mais au sortir de la Seconde Guerre mondiale, les tests étaient gynécologiques. Les jeunes femmes, elles devaient se mettre nues devant les médecins du CIO pour qu'ils attestent qu'elles étaient bien des femmes. Mais à l'époque, là, qui nous intéresse, vous allez les voir apparaître, les femmes, mais on est dans un autre contexte. Voilà. Le cérémonial olympique est un moment important aussi. On a le défilé des nations, les couleurs. Les défilés sont encore très militaires. Jusqu'aux années 60, le frère Bobet se lamente dans l'équipe que les Français en 60 à Rome défilent n'importe comment. Ça veut dire en fait qu'ils ne marchaient pas au pas militaire. Ça annonçait mai 68, en fait. Voilà, tout simplement. On avait déjà quelques rebelles. Mais sinon, voilà, c'est quand même l'ordonnancement. Depuis Londres 1908, on a un défilé des nations qui est très militarisé, qui est très orchestré. Et on a un serment des athlètes en 1920 pour la première fois à Anvers, parce qu'il y a beaucoup de triches. Voilà. Il faut s'assurer de l'honnêteté des athlètes, donc ils prêtent serment sur l'honneur qu'ils ne trichent pas. Donc il y a un Français qui s'est exercé là, parce qu'il y a un athlète qui prête serment au nom de tous les autres athlètes. Voilà. Il faut faire ce geste qui aura pu être ambigu d'ailleurs, parce qu'en 24, les Italiens, ils ne font pas le salut olympique, qui est le salut de Joinville sur le côté, eux, ils font un salut fasciste. Alors la modernité du sport, c'est d'abord la modernité athlétique. C'est la question de la mesure. Et si l'athlétisme est le sport par excellence, c'est parce que l'athlétisme est le lieu de la mesure de la performance, en millimètres, mais aussi en dixième de seconde ou en quart de seconde, en cinquième de seconde pendant très longtemps. Et c'est ce qui fait la différence avec les concours antiques, par exemple, les agonesses dans l'Antiquité, les concours agonistiques, on ne mesure pas la performance. On ne connaît que 2 distances qui ont été sautées par un athlète, mais parce qu'il s'est fracassé les fémurs à l'arrivée. Donc, on ne sait pas exactement quel était le type de saut d'ailleurs qui était pratiqué. Ça n'intéressait pas. Ce qui intéressait, c'était le vainqueur, celui qui avait été choisi par les dieux. Les autres, on les oubliait. Alors que dans cette modernité qui naît au XVIIIe siècle, où on va avoir finalement la mise au point du chronomètre, et puis le mètre étalon, eh bien, ça va accompagner la modernité des sports tout au long du XIXe siècle. Et l'athlétisme devient, ce sont les sports rois en fait des Jeux Olympiques, avec la natation d'une certaine manière, parce qu'on a l'homme le plus rapide, voilà, sur Terre et dans l'eau. Ça exerce une forme de fascination sur les publics. Et les Américains, il faut le dire, en général, sur 100 mètres, 200 mètres, triomphent. Les Britanniques, plutôt en demi-fond. Voilà. Ça sera illustré par les chariots de feu, d'ailleurs, les Jeux de Paris 1924. Et pour la première fois, on a un athlète noir américain qui remporte une médaille d'or, Hubbard, au saut en longueur. Et juste avant de partir des États-Unis en bateau, il écrit à sa mère, là, c'était très explicite, cette lettre est conservée dans un musée aux États-Unis, il explique très clairement qu'il y va pour vaincre au nom des Noirs américains. C'est la première manifestation qu'on ait d'une volonté de triompher pour affirmer la lutte contre le racisme. Les Finlandais excellent dans les épreuves de fond, marathon, notamment. On les appelle les Flying Finns, les Finlandais volants. Voilà. Parce que la presse aime bien nationaliser les athlètes. Vous voyez, ça vend plus de papier. Et depuis une vingtaine d'années,
la technologie télévisuelle permet de montrer dans votre poste de télévision uniquement des images françaises. Ce n'était pas le cas dans les années 70-80. Vous pouviez voir toutes les sélections du 100 mètres. Aujourd'hui, on va vous passer les demi-finales du 200 mètres s'il y a un athlète français, puis ensuite, on va vous promener sur une autre compétition, et il y a une forme de zapping national qui est réalisé qui est orchestré par les réalisateurs. Et j'avais été frappé en 2004, au moment des Jeux d'Athènes, pour être allé dans 4 pays différents, dans la quinzaine, en Allemagne, en Grèce, en France et au Royaume-Uni. Et je voyais des athlètes britanniques à la télévision britannique, des athlètes grecs à la télévision grecque, allemands, etc. Et voilà, donc effectivement, depuis une vingtaine d'années, la technologie a permis de renationaliser ces compétitions. Et alors qu'on est souvent passionné par un sport, on ne peut pas le suivre en entier, ou maintenant il faut aller sur des chaînes particulières qui sont en ligne souvent. Mais cette nationalisation de l'image olympique pose problème parce qu'elle génère forcément des pulsions, des émotions nationales, très rapidement, peut-être cocardières. En tout cas, voilà, les Finlandais font... C'était quand même la thématique suivie parce que la presse de l'époque avait énormément nationalisé les athlètes. Elle les ramenait tout le temps à leur maillot national. Je rappelle juste que la modernité sportive, elle n'est pas d'abord nationale. Aux Jeux Olympiques, jusqu'en 1908, les athlètes concourent sans maillot national. Ils s'inscrivent à titre individuel ou au titre de leur club. À partir de 1908, on a des comités nationaux olympiques qui opèrent des sélections. C'était ça la question, en fait, c'est qu'il y avait trop d'inscrits. Donc on a dû opérer des sélections, et ce qu'on a fait, c'est qu'on a opéré des sélections par pays. Et les comités nationaux olympiques qui sont apparus dans ces années-là ont opéré ces sélections nationales, et ça a contribué à faire des jeux non plus transnationaux, mais des jeux internationaux. Et c'est un peu le dilemme dans lequel se trouve aujourd'hui le CIO, parce que si les athlètes ne représentaient pas leur nation aujourd'hui, il n'y aurait pas de problème quant à la présence d'athlètes russes, par exemple, ou biélorusses. La Fédération internationale de sport universitaire est en train de glisser vers une nouvelle formule. Elle n'organiserait plus des championnats du monde universitaires entre étudiants représentant des nations, mais entre étudiants représentant des universités. Or, dans les universités, vous avez des étudiants qui viennent du monde entier. Et donc, ils seraient en équipe universitaire, vous auriez des équipes plurinationales. Et là, on échappe à l'ornière de l'investissement de l'équipe nationale par les États démocratiques, certes, mais aussi par les dictatures. En tout cas, voilà, si la presse nationalise à l'excès les athlètes, les ramène toujours à leur nationalité, c'est bien aussi lié au fait que ces athlètes, ils portent les maillots nationaux. Sauf Johnny Weissmuller et le Duke Kahanamoku, le prince de Hawaï, qui était le champion du monde olympique en 1920, à gauche. On dit parfois qu'il est l'inventeur du surf. Il pratique le surf princier à Hawaï et il a diffusé le surf sur les côtes américaines et australiennes. Il est un très grand nageur, très connu, mais il est détrôné à Paris en 1924 par Johnny Weissmuller, qui a une forme de nage un peu particulière. Il a plutôt le corps qui descend dans l'eau et il crawl avec juste le buste en force, on va dire. Mais vous voyez, en bas, là, il a le drapeau américain, mais en haut, il est avec le drapeau de son club. En fait, il est apatride à ce moment-là, parce qu'il est né en Australie, Johnny Weissmuller, en Autriche, pardon, et il n'a pas encore la nationalité américaine. Donc, il s'est inscrit sous le nom de son frère, c'est plus pratique, qui était majeur et américain, il est venu aux compétitions. Voilà. Et donc, je ne sais pas pourquoi, à un moment donné, il est avec son drapeau de club, avec son maillot de club, et une autre fois avec le maillot américain, mais bon, peut-être parce que là, il nage à titre individuel, pardon, et ensuite il est dans des compétitions peut-être collectives, je ne sais pas. Je n'ai pas d'idée si vous avez la solution. En tout cas, c'est l'émergence des nageurs du Pacifique, les Australiens, Hawaïens notamment, et puis Américains. Ah oui, les Américains sont champions olympiques de rugby en 1924. C'est intéressant. Alors, il y a très peu d'équipes engagées, mais la France vraiment prétendait à cet honneur. D'autant que les Britanniques ne veulent plus jouer avec les Français depuis l'avant-première guerre mondiale, parce qu'ils nous jugeaient trop brutaux. Et les Français ne savent pas jouer avec les règles pour les transgresser. Bon, c'est une petite blague pour mes collègues. Alors, non,
les Français, en fait, le championnat de France de rugby était professionnalisé dès avant la Première Guerre mondiale. Et ça se marquait par une très grande violence, parce qu'il fallait absolument l'emporter pour toucher les primes de match, etc. Et cette violence, elle ressurgissait aussi dans les rencontres internationales. Et donc la France, qui avait été acceptée dans un premier temps dans le tournoi des ce qu'on appelle 5 nations à l'époque, eh bien, on a été exclus ensuite, et les Britanniques ne voulaient pas les rencontrer lors des Jeux de 1924. Donc ils ne se sont pas particulièrement impliqués. En revanche, les Américains ont constitué une équipe, mais ils n'avaient jamais joué au rugby. C'était un peu ennuyeux, enfin très peu. Ils ont quand même vaincu les Français. Mais ils faisaient 20 cm de plus, 20 kg de plus. Et pour le sauter dans la touche, vous voyez, ils avaient mis des spécialistes de saut en hauteur. Les ailiers étaient des champions d'athlétisme, de course de 100 mètres et 200 mètres. Et ils avaient mis des très gros bras du football américain dans le pack. Et les Français ont fini à 11. La finale, parce que les chocs étaient d'une extrême violence. Les spectateurs, d'ailleurs, ne comprenaient pas le rugby. Ils étaient plutôt, à l'époque, passionnés de football. Et ils ne comprenaient pas que, bah oui, les chocs mettaient sur le carreau les joueurs français. Et à l'époque, on n'avait pas le droit de remplacer les joueurs sortis des matchs. Donc la France finit à 11. Bon, bien sûr, elle a perdu. Mais ce n'est pas que les Américains faisaient preuve d'une grande violence, en vérité. C'est que tout simplement, ils étaient d'une autre carrure et que ça a généré ces chocs frontaux. Par contre, ce qui permet d'équilibrer le budget, et c'est là en termes de modernité aussi que les Jeux de Paris sont intéressants en 1924, c'est que vous ne pouvez pas organiser un événement s'il est déficitaire. Je ne pense pas. Non. La Cour des comptes veille de près pour les Jeux de 2024, pardon. Non. Alors à l'époque, le seul moyen d'équilibrer le budget, c'est d'avoir des compétitions de football. Or, ils sont tous professionnels, les footballeurs. Et le CIO ferme les yeux. Parce qu'aussi, il ne veut pas que la FIFA, Fédération Internationale de Football Association, crée ses propres championnats du monde. Parce qu'en fait, les Jeux Olympiques ont eu la chance de naître en 1896, à un moment où il n'existait pas de championnat du monde dans la plupart des sports. Donc cette modernité olympique, elle va finalement occuper l'espace mondial des sports, international, et sans laisser vraiment trop d'espace pour les sports qui voudraient s'autonomiser. Et donc, ils ferment les yeux sur le professionnalisme des footballeurs, parce que ça permet d'équilibrer. Ils avaient voulu supprimer le football à Anvers en 1920, et en 1928 à nouveau à Amsterdam. Les organisateurs les ont suppliés de laisser le football, parce que ça permet de remplir les stades à 40 000, 60 000 spectateurs, de faire des entrées au guichet, et puis tout simplement d'équilibrer le budget des Jeux. Et c'est vrai que le football, dans les années 20, la boxe et le cyclisme sont les sports les plus modernes et les plus populaires de l'époque. Voilà. Le cyclisme reste une spécialité des plats pays, Belgique, Pays-Bas et France aussi. La force, Charles Rigoulot, le Français champion du monde de poids et haltères, mais c'est par la force que s'introduisent des pays plus pauvres, dont les niveaux économiques sont plus pauvres, comme par exemple les combattants cubains en boxe à l'époque, ou les hommes forts d'Europe centrale, ou de l'ancien Empire ottoman, on disait fort comme un Turc. Voilà. Les gymnastes ont été intégrés aux Jeux Olympiques pour des épreuves qui sont des épreuves aux agrès. Donc bien évidemment, les Italiens triomphent quand il s'agit de faire la croix de fer. Vous comprenez pourquoi. Voilà. Donc c'est un Italien qui a remporté la compétition, mais les Croates sont réputés, et toute une série d'autres représentants des nations d'Europe centrale et orientale qui ont retrouvé une indépendance après la Première Guerre mondiale, expriment leur nationalisme dans les victoires en gymnastique, particulièrement parce que ces gymnastiques, elles se sont répandues depuis les années 1820-1840, et qu'ils ont développé une excellence en matière de gymnastique. Ce sont les Sokols, par exemple, dans l'ancien Empire austro-hongrois, les gymnastes allemands aussi. Dans le cadre de figures imposées. Pour les femmes, on offre de la gymnastique, mais dansée collective. Voilà. Et en tunique grecque, à l'imitation de l'ancienne Grèce. C'est charmant. Voilà. Les chasseurs et tireurs font partie de cette modernité, et les Américains affirment leur supériorité contre le fusil français. Donc on vient avec des Winchester, etc. Mais on n'oublie pas qu'il y a quand même pas que des tireurs d'élite qui viennent de l'armée, il y a encore quelques tireurs à la française qui pratiquent le fusil de chasse. Donc il y a des compétitions aussi pour fusil de chasse. C'est un peu particulier.
Voilà. Là, on est vraiment au cœur de l'aristocratie, de ces élites mondialisées, avec les escrimeurs, les écuyers, les poloistes aussi, ceux qui pratiquent le polo. Donc là, on est dans notre univers. Le polo, c'était à Bagatelle, polo club de Bagatelle. Les escrimeurs, les Italiens sont fâchés. Ils trouvent que les juges français sont vraiment contre eux. Et ils quittent les Jeux Olympiques en faisant le salut fasciste. Le tennis, l'aviron, le yachting sont encore des chasses gardées britanniques, encore des lieux de cette modernité élitaire, masculine essentiellement, mais on a des féminines aussi en tennis, et les voilà, des féminines. Donc, il y a des milieux sociaux extrêmement différenciés en fait. Hein. Tennis, golf, voile, équitation, c'est l'univers des élites, des femmes issues des élites. Puis vous avez des sports beaucoup plus populaires, l'athlétisme ou la natation. Et là, c'est les nageuses américaines qui affichent leur modernité. On va les voir peut-être mieux après. Voilà, l'équipe américaine, elle est charmante en bas à gauche, là. Elles sont extrêmement modernes, ces jeunes filles, vous avez vu? Voilà, elles ont les jeux coupés courts, la garçonne. Et puis, elles ont des techniques de nage qui n'ont plus rien à voir avec Eberle, par exemple, qui avait fait la traversée de la Manche à la nage avant la Grande Guerre, hein, où là, on avait des femmes fortes. Et d'ailleurs, les hommes faisaient plutôt 120 kilos. Hein. Là, on a vraiment affaire à des athlètes qui glissent sur l'eau, hein, et des techniques de nage qui ont été développées qui permettent de mettre en dynamique autre chose que la pure force en natation. Voilà, les championnes de tennis d'escrime, elles aussi, elles sont issues des élites occidentales. Et Suzanne Lenglen n'a pas participé parce qu'elle était très malade à ce moment-là. Elle aurait sûrement remporté la palme. Voilà. Et ça, c'est l'exposition qu'on n'a pas vue. C'est un peu pour provoquer l'hôte. Parce que dans ce pari de la modernité, le sport avait toute sa place en vérité. Et il y a énormément d'artistes qui ont représenté les sports de la belle époque. Vous avez le cercle de l'île de Puteaux en bas à gauche, le douanier Rousseau pour les joueurs de football. Football à l'époque signifiant rugby football, football pratiqué à rugby, c'est-à-dire avec les mains. Shakespeare disait « vil footballeur hein. ». Quand vous pratiquez avec les pieds, c'est pour les manants. L'élite pratique avec les mains. Donc, dans les public schools, les universités anglaises, on pratique le rugby. Le football, c'est bon pour les workers, pour les ouvriers du nord de l'Angleterre. Voilà. L'équipe de Cardiff par Delaunay, et puis Suzanne Lenglen qui apparaît, toute une série de formes de mise en valeur de Suzanne Lenglen. C'est habillé par Jean Patou, etc., photographié. Et puis vous avez Johnny Weissmuller, à qui on a refilé un maillot de la piscine Molitor, faire de la réclame un petit peu, qui existe toujours. Hein. Vous pouvez aller boire un verre, hein, la piscine Molitor, c'est très beau, juste à côté de Roland Garros. Et puis bien sûr qu'il deviendra Tarzan. Voilà. Donc ça, c'est une autre forme de modernité. On n'a pas gardé d'image filmée de 1924, on en aura pour tous les jeux ensuite, mais on a gardé l'image de Tarzan. Voilà, je vous remercie. Bien, merci d'avoir fait exister l'histoire du sport. Si les Jeux de 2024 nous le permettent, je pense que voilà, notre public ne regrette pas d'en savoir plus sur l'histoire de ces Jeux de 1924 et qui vous montre que voilà, l'histoire du sport, c'est aussi une histoire culturelle, politique, de stratégie géopolitique, etc., etc. La parole est à la salle. On a un peu débordé, mais vous avez encore droit à poser des questions. Est-ce qu'il y a une question? Je ne respecte pas vraiment les règles du sport. Hein. Non, ça, non. Alors, c'est peut-être, il y a peut-être un problème de date, mais est-ce qu'il y avait déjà le bataillon de Joinville à l'époque? Oui, oui, oui. Enfin, mais ils avaient un statut militaire. L'école militaire dite de Joinville, elle est née au milieu du 19e siècle, en fait. Et ils avaient le droit à faire comme une école de gymnastique, d'abord. Ouais. Puis ensuite, elle intègre un salon de pratique sportive. Et puis, bien plus tard, on en fera le bataillon de Joinville qui accueillera les meilleurs sportifs français pour leur service militaire. Et du fait de la disparition du service national, il n'y a plus l'équivalent. À la place, vous avez l'armée française, les douaniers aussi, qui accueillent des sportifs de haut niveau. Et bon, là, c'est hors sujet, mais pourquoi on a gardé l'histoire de la flamme qui a été initiée par les nazis? Ça, je ne m'appelle pas Thomas Bach, président du CIO. Hein. Comment? Je ne suis pas Thomas Bach, le président du CIO.
Oui, non, c'est un problème. Bah, vous lirez ma prochaine chronique dans Le Monde dans un mois maintenant sur l'arrivée de la flamme à Marseille. À quoi ça sert, la flamme olympique? Oui, non, effectivement. La flamme a brillé à Amsterdam en 1928 pour la première fois dans une vasque. Mais Karl Diem, l'organisateur des Jeux de Berlin en 1936, oui, a voulu allumer la flamme à Olympie. Et il a organisé un trajet en courant des athlètes depuis Olympie en Grèce jusqu'à Berlin, en passant par toutes les capitales qui étaient dans les mains des régimes bruns, en fait, hein, des régimes liés au Troisième Reich, sauf la Tchécoslovaquie. Et le CIO en 1948 a conservé le principe de la flamme et puis effectivement aussi le principe de la course de la flamme. Pour les nazis, jamais les rues avaient été pavoisées avec le symbole du CIO, donc qui sont les anneaux olympiques inventés par Coubertin en 1913, et le symbole d'un État, en l'occurrence les croix gammées. Donc, à Berlin en 1936, c'est partout, les croix gammées s'entremêlent avec les anneaux olympiques. Donc c'est vrai que Churchill, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, a demandé à ses ambassadeurs de vérifier le pédigré des membres du CIO. Et par exemple, Giorgio Baccaro, qui est le ministre, qui est le général de la milice Mussolini, est exclu du CIO quand même. Et le fils de l'amiral Horthy. Voilà. Par contre, le Reichssportführer, Karl Ritter von Alt, revient siéger au CIO en 1951. Et les 3 Français qui représentent la France au CIO ont tous été condamnés à la libération, ils retrouvent tous leur siège au CIO. Ils ont été sauvés en fait par la guerre froide, qui fait que le CIO a basculé dans le camp de l'OTAN pour éviter la dénazification. Et donc le fait que la flamme olympique était conservée, bah, c'est le résultat aussi de cette histoire-là. Oui, et juste une précision, mais là, par rapport à la flamme, il y a très longtemps, j'avais donc visité le stade en Grèce, et déjà, donc, dans les Jeux olympiques il y a 2000 ans, on va dire, il y avait la flamme. Et je crois qu'effectivement, c'est revenu au niveau après Coubertin et tout ça, mais les Grecs ouvraient leurs Jeux olympiques, entre guillemets, avec la flamme chez eux. Ouais, Ensuite, je voulais vous poser... Dans les sanctuaires en Grèce, la flamme était allumée en général. Voilà. Ça vaut aussi à Rome, hein, avec les Vestales qui étaient chargés d'entretenir le feu sacré. C'est un symbole de purification qui est utilisé de lointaine antiquité. Voilà. Et chez Coubertin, il y a effectivement, vous avez raison, il y a l'idée qu'il faut retrouver le passé antique pour anoblir en quelque sorte son projet de modernité. Donc, ce n'est pas lui qui a l'idée de la flamme, mais par contre, voilà, le terme de Jeux olympiques. Coubertin, il a voulu aussi des concours d'art, par exemple. Je n'ai pas parlé ici, mais à Paris, en 1924, vous avez des concours d'art. Alors en sculpture, peinture, musique, littérature. Un ouvrage récemment qui est paru sur les concours de littérature, qui montre que les avant-gardes ont toujours refusé d'y participer. Ce sont plutôt des auteurs classiques, néoclassiques, qui participent au concours d'art. Pour Coubertin, il s'agit, à travers les arts, de repousser aussi l'emprise des États et du politique sur les jeux, et repousser aussi l'emprise des marchands du temple. Donc il faut esthétiser les jeux. Et la flamme olympique, même s'il ne l'a pas inventée, elle fait partie de cette idée-là, d'esthétiser les jeux. Et Coubertin ira même plus loin en essayant d'en faire une religion. Lui-même parle de religion de l'athlète, par exemple, religio athletae. Et puis en bon chrétien, il a demandé dans son testament qu'on sépare son cœur de son corps. Un chrétien ancien, enfin les Capétiens faisaient ça. Hein. Et son cœur a été placé dans l'urne qui avait été élevée en son honneur en 1927 à Olympie. Et elle y est toujours. Ça donnait lieu à une procession. C'est assez intéressant. C'est pas Agatha Christie, mais enfin, le CIO s'est réuni sur le Nil pour une session en 1938. Et ensuite, ils ont tous convergé vers Olympie, où le cœur de Coubertin a été placé dans un hôtel quelques mois après sa mort. Il a été conservé dans une urne par sa veuve. Et depuis, il est l'objet d'un culte, puisque ce lieu est devenu l'Académie internationale olympique, financée par l'État grec aujourd'hui, et par le CIO d'ailleurs. Et c'est un lieu de formation des dirigeants du sport international. Et pour avoir fait quelques conférences là-bas, si vous êtes français, vous êtes obligé de lire un petit morceau de Coubertin devant sa statue, hein, devant son hôtel, vous ne pouvez pas y échapper. Parce que tous les congressistes et ceux qui suivent ces stages sont conviés à chaque fois à une petite cérémonie en l'honneur de Coubertin.
Voilà, donc ce lien, il a voulu... Après, c'est assez ambivalent parce que, je ne dirais pas qu'il est mégalomaniaque, hein, mais les nazis, en fait, avaient pris le contrôle des fouilles archéologiques d'Olympie. Et dans sa correspondance avec Karl Diem, il demande à ce que la flamme soit allumée devant son propre autel. Il ne figure pas encore son cœur, bien évidemment. Mais, et Karl Diem a fait allumer la flamme devant le temple de Zeus, comme c'était le cas dans l'Antiquité. Et je pense que Coubertin, s'il a demandé à ce que son cœur soit mis dans l'autel qui lui se trouvait à l'extérieur du Koudos, c'est-à-dire à l'extérieur du territoire archéologique, c'était une manière de dire que voilà, le futur de l'olympisme n'est pas en terre archéologique allemande. Il est en terre neutralisée en quelque sorte dans cet autel que les Grecs avaient en mon honneur. Donc voilà, il y a un symbolisme très fort dans la rénovation des Jeux Olympiques, vous avez raison de le souligner, qui renvoie à l'Antiquité, mais qui est complètement remouliné par la modernité du début du XXe siècle, des décennies qui ont suivi. Et sinon, je voulais vous poser la question, est-ce que au départ de tous ces Jeux Olympiques, il y avait quelques handicapés, ou comment cela est-il venu, les para-olympiques handicapés aujourd'hui, s'il vous plaît? Tout à fait, vous avez raison. On connaît des athlètes qui, dès la fin du XIXe siècle, pratiquent les sports en situation de handicap. Par exemple, il y avait une équipe de sportifs britanniques aveugles qui est venue faire une tournée à Paris dans les années 1890. Et on connaît un certain nombre d'athlètes qui ont remporté des médailles olympiques malgré leur handicap. Parfois avec une main. On connaît un champion de tir, par exemple, qui a eu la main explosée et qui est devenu champion olympique avec l'autre main. C'est un athlète juif qui avait échappé au camp de la mort. On a toute une série d'exemples comme ça d'athlètes qui étaient en situation de handicap. Alors ensuite, les Jeux paralympiques tels qu'on les connaît, ils apparaissent plutôt dans les années 1960, mais avec une jeunesse plus ancienne, avec un médecin juif d'ailleurs qui avait fui l'Allemagne, qui a créé des compétitions pour réadapter les blessés de guerre après la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Donc il a créé ces compétitions, et puis ces compétitions ont connu un certain succès, elles ont été ouvertes aux compétiteurs étrangers, elles ont commencé à migrer, à Rome notamment, et puis ensuite, dans les années 60 donc, puis ensuite ça a pris l'essor qu'on connaît. Le CO, pendant plusieurs décennies, n'avait pas trop d'intérêt, portait pas trop d'intérêt à ces compétitions. Puis ensuite, il est entré en matière, comme on dit en Suisse, avec le Comité international paralympique. Et aujourd'hui, vous avez les Jeux paralympiques qui ont lieu juste après les Jeux, on va dire, des valides. Avec cette spécificité quand même du sport qui fait que on sépare quand même les hommes et les femmes dans les compétitions, dans presque tous les sports, et on sépare, on va dire, les athlètes valides, on va les appeler comme ça, avec les athlètes en situation de handicap. C'est un des rares lieux professionnels où on accepte ces séparations. On ne les accepterait plus aujourd'hui dans d'autres milieux professionnels. Et là, ça renvoie à la biologie, mais peut-être que l'avenir sera des compétitions beaucoup plus mélangées. D'ailleurs, le CIO en a bien pris conscience. C'est pour ça qu'à Tokyo, vous avez vu, en 2021, vous aviez des compétitions de relais mixtes en natation et en course à pied, et aussi en judo. Vous aviez une équipe mixte, d'ailleurs, qui a permis à la France d'avoir une médaille d'or. Voilà. Et donc ça, c'est une réflexion que le CIO a. Il utilise ce qu'il appelle les Jeux olympiques de la jeunesse depuis 2010 comme un laboratoire où il va tester un petit peu ce que seront les Jeux du futur. Et c'est dans le cadre des Jeux olympiques de la jeunesse depuis 2010 que le CIO a testé les épreuves de skateboard, par exemple, de surf, et surtout d'escalade indoor, et en intérieur. Et ces disciplines sont apparues à Tokyo, elles seront à nouveau présentes à Paris, avec une spécificité française qu'on ne retrouvera pas à Los Angeles, c'est qu'il y aura du breakdance à Paris. Mais parce que le CIO a perdu le contact avec les jeunesses occidentales solvables, consommatrices. Les jeunes de moins de 40 ans, on va dire, ne regardent plus trop les Jeux olympiques. En tout cas, depuis une dizaine d'années, les sociologues, les spécialistes de communication le montrent, et le CIO en a bien conscience. Il doit rénover son programme sportif. C'est pour ça que vous voyez arriver des nouveaux sports. Et il ne le fait pas en supprimant les anciens sports, parce que il y a beaucoup de pays du monde qui ont misé sur des spécialités nationales sportives. Il y a une douzaine d'années, CIO a voulu enlever la lutte, par exemple, du programme olympique, mais il a retrouvé face à lui tous les États issus de l'ancien Empire ottoman, des Balkans jusqu'à l'Asie centrale, qui misent sur la lutte pour avoir beaucoup de médailles, plus l'Iran,
Et même les États-Unis s'étaient associés à l'Iran pour réclamer le retour de la lutte, parce que la lutte universitaire est très développée aux États-Unis. Et donc le CIO n'a pas pu supprimer la lutte du programme. Il y avait sûrement d'autres raisons qui tiennent au fonctionnement de cette fédération. Non, je suis filmé, je ne peux pas le dire. Voilà, donc ce qu'il fait maintenant, le CIO ne raisonne plus par sport, il raisonne par épreuve sportive. Et il va donc diminuer le nombre d'épreuves sportives par sport pour pouvoir introduire de nouvelles épreuves sportives dans des sports qui n'existaient pas encore. Et c'est une manière de... Et c'est comme ça que, voilà, il y a des jeux qui s'opèrent, les catégories de poids, par exemple, qui sont changées en boxe, en haltérophilie, etc., en lutte, pour pouvoir diminuer le nombre d'épreuves dans ces sports et introduire de nouvelles épreuves sportives qui plaisent davantage à la jeunesse. C'est une géopolitique qui est compliquée. Est-ce qu'il reste une toute dernière question? Bonjour. Bonjour. Vous avez parlé tout à l'heure de l'abstention, par exemple, d'équipes anglaises du rugby. Je lisais aussi à propos les jeux sortis de 68, sortir des jeux d'hiver. Je croyais que les soviets on s'abstenait eux-mêmes, on créait justement des jeux en compétition avec les Olympiques traditionnels. Est-ce que vous imaginez on pourrait y avoir des autres compétitions mondiales pour... Ça existe déjà. En fait, le CIO a toujours trouvé sur sa route des organisations pour créer des jeux concurrents. Donc, vous avez vu les Jeux olympiques féminins, par exemple, en 22, mais il y a eu aussi les Spartakiades, organisées par l'URSS, dans les années 1930. Les Maccabiades, les Juifs ont organisé à Tel Aviv, avant même la création de l'État d'Israël en 1948, 2 compétitions olympiques réservées aux athlètes juifs, parce qu'ils considéraient qu'ils étaient discriminés dans certaines équipes nationales, par exemple aux États-Unis. Et il y a eu d'autres tentations. Au moment des boycotts, les grands boycotts des Jeux de Moscou en 1980, les Américains, pour dédommager en quelque sorte leurs athlètes, ont créé des Goodwill Games. Et au moment où les Soviétiques ne se rendent pas à Los Angeles en 1984, ils organisent des Jeux de l'amitié, aujourd'hui Friendship Games. Eh bien, Vladimir Poutine a annoncé, juste avant les Jeux de Paris, des Jeux des BRICS, donc Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, et juste après les Jeux de Paris, des Jeux de l'Organisation de coopération de Shanghai. Donc, cette organisation qu'il co-gère, on va dire, avec la Chine, et qui là brasse beaucoup plus large, pourrait réunir plusieurs dizaines de pays, et le CIO, là, est sorti de ses gonds. C'est à ce moment-là que Thomas Bach a annoncé qu'il ne participerait pas, par exemple, à la cérémonie d'ouverture. Parce que là, le CIO renoue avec une histoire qu'il a déjà connue, de jeux concurrents. Il y a eu aussi les GANEFO, Games of New Emerging Forces, dans les années 1960, des jeux du tiers-monde, lancés par Soekarno en Indonésie, leader égyptien, comment il s'appelait, Nasser, et le leader yougoslave Tito, qui ont ensuite été récupérés par la Chine, et qui ont eu lieu à Phnom Penh. Je crois que c'est à Phnom Penh. Alors le CIO conduit une diplomatie propre qui vise à démontrer qu'il participe à la paix internationale, il contribue fortement à la paix internationale. Depuis 1912, Coubertin avait écrit un texte appelé « Géographie sportive » dans lequel il écrivait que la géographie du sport n'est pas la géographie des États et que le CIO peut reconnaître des nations sans État. C'est le cas en 1912 à Stockholm, vous avez la Finlande, qui est grand-duché de Finlande sous l'autorité du tsar, qui participe derrière son drapeau. Et vous avez la Bohème aussi en 1912 qui participe derrière son drapeau. Ça suscitait la colère bien évidemment du tsar et de l'empereur austro-hongrois. Et ils ne pourront plus le refaire après la guerre, mais après la guerre, c'est différent puisque les États seront apparus. Et vous avez comme cela, pendant la guerre froide, au moment où les États sont éclatés en 2 camps, vous avez les 2 Corées, les 2 Allemagnes, etc., le CIO à plusieurs reprises a essayé d'opérer des rapprochements. Alors, pour la Corée, ça a plutôt échoué, mais ils l'ont tenté récemment pour une équipe de sport d'hiver. Je ne sais pas pourquoi ils ont choisi l'équipe féminine de hockey sur glace et pas l'équipe masculine. C'est peut-être plus simple. Mais en tout cas, voilà, il y a eu cette initiative. Mais ça a fait long feu en vérité. Et puis, une fiction d'équipe allemande unifiée a existé depuis les Jeux de Melbourne en 1956,
jusqu'aux Jeux de Mexico en 68. Le CIO a imposé aux deux Allemagnes d'avoir leurs athlètes dans une même équipe allemande, sous un drapeau et un hymne qui n'étaient ni le drapeau ni l'hymne de la RFA et de la RDA. C'était très compliqué à gérer, notamment pour les entraîneurs qui venaient de deux pays différents, antagonistes qui plus est. Et c'est finalement à Munich en 72 que pour la première fois, vous avez une équipe de RFA et une équipe de RDA qui concourent sous leur drapeau et sous leur hymne. Il y a cette capacité du CIO, par exemple, à reconnaître depuis longtemps maintenant la Palestine comme une nation sportive, alors que l'État n'est pas reconnu encore par la communauté internationale. Une toute dernière question. Merci pour votre exposé. Franchement, c'est passionnant. On a l'impression qu'on connaît le centième de ce qui nous reste à connaître. Je voulais savoir, vous nous avez bien fait comprendre que les femmes ont eu du mal à intégrer ces JO, mais qu'est-ce qu'on craignait en fait? Oh, plein de choses. Hein. Et comme me dit ma femme, c'est plus facile que tu le dises toi, qui est un homme, que je le dise moi. Mais c'est elle qu'il faut inviter pour faire les spécialistes d'histoire du sport et des jeux féminins. Et d'Alice Milla. Donc, je vais parler à sa On fait place. avec elle une exposition sur les Jeux féminins de 1922 qui a été affichée à plusieurs endroits Oui, c'est vrai. dans Paris et qui circule, qui est une de nos expositions qui a le plus de succès en cette année olympique. Elle circule beaucoup. Florence Carpentier, pour faire cette publicité. Voilà. Je ne sais pas pourquoi on s'est rencontrés, d'ailleurs. Pour les femmes. C'est un hasard. Mais sérieusement, le sport tel qu'il est inventé, il est inventé par des hommes comme un club d'hommes. C'est des sportsmen entre eux, très clairement. Et ensuite, les femmes introduisent une forme de menace dans un espace qui relève de la virilité, de la définition virile des hommes, et d'un lieu qui est aussi un lieu de formation au combat, à la guerre, considéré comme une spécificité masculine dans nos sociétés occidentales. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, les conquêtes, il faut parler vraiment d'un féminisme sportif, pour le coup. Les conquêtes, elles se font difficilement. C'est un combat qui dure jusqu'à aujourd'hui, qui est loin d'être gagné. Vous l'avez compris avec la composition du CIO. Le CIO n'a accueilli ses deux premières femmes en son sein qu'en 1981. Jusque-là, c'est un club d'hommes. Et je dis bien club d'hommes, hein, c'est gentleman's club. Pourquoi? Parce que c'est une structure qui n'a pas de statut. Le CIO n'a pas de statut jusqu'en 1981, justement. C'est un gentleman's agreement. Voilà, c'est un club de gentlemen qui n'a pas d'existence légale. Et ils ont quand même réussi à organiser des trucs incroyables, hein, monsieur le disait, à imposer des équipes communes aux deux Allemagnes, ou bon, récemment à la Corée, maintenant c'est différent, ils ont des statuts, mais ça reste une association de droit privé suisse, type loi 1901, vous voyez. Et donc les femmes, elles ont dû opérer des conquêtes, d'abord en dehors des Jeux, en créant leur propre structure féminine, parfois avec le soutien des hommes, le cas français assez bien documenté, mais surtout en étant de véritables pionnières. Hein. Alors, dans les milieux aristocratiques, on leur permettait des espaces de pratique, hein, en escrime, en équitation, par exemple à bord des dirigeables, en automobile, mais parce qu'on considérait que ça faisait partie de la distinction des femmes aristocratiques par rapport aux femmes bourgeoises. C'est quelque chose de très singulier. Mais ça a été un lieu pionnier et qui a pu servir d'exemple. Coubertin est horrifié qu'il y ait des femmes qui se tuent en avion, par exemple. C'est pas possible. Que des hommes se tuent en avion, oui, mais non, pas des femmes. Ça, vous voyez, il faisait des loopings, tout ça, à Reims dans les années 20. Il était choqué par ça. On peut être choqué aussi par cette mort. Mais, donc voilà, ce sont des conquêtes qui se font difficilement. Et ça ne relève pas simplement de la conquête de nouvelles pratiques sportives, mais c'est aussi la question du vêtement féminin, c'est la question de l'image, c'est la question de la narration, de la performance, parce que les femmes, elles sont toujours renvoyées à leur féminité, c'est-à-dire à leur corps. J'espère que ça ne sera pas le cas de la part des commentateurs sportifs pendant les Jeux de Paris, mais on les renvoie toujours à leur esthétique. On ne regarde pas si les gars sont moches. Non, c'est que les femmes, c'est le jugement qui est porté. Alors, donc ça, c'est extrêmement compliqué. Ensuite, les combats, ils ont porté aussi sur les rôles d'entraîneurs, de dirigeantes. Donc c'est un combat important parce que c'est un lieu populaire, le sport, très médiatisé. Pour moi, ça devrait être un des premiers combats des féministes, hommes ou femmes, peu importe, parce qu'on y joue beaucoup de choses. Il s'y joue le corps, il s'y joue la sexualité, le rapport homme-femme,
Et c'est un lieu historiquement passionnant pour faire l'histoire des femmes et du genre et des rapports sociaux de sexe, comme on dit aujourd'hui. Je vous en prie. Un grand merci.